Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Le 30 mars 2017, l'entreprise américaine SpaceX faisait revoler pour la première fois un premier étage de fusée de classe orbitale. Un exploit qui marque certainement un virage pour l'industrie de l'accès à l'espace. 3 ans et demi plus tard, certains boosters de Falcon 9 cumulent 5 ou 6 vols. Preuve qu'une grappe de moteur et des réservoirs peuvent encaisser le stress de plusieurs décollages et atterrissages tout en restant fiables. Les Européens sont dans un premier temps restés sceptiques face à cette proposition. Il faut dire que l'aventure de la réutilisation n'a pas laissé que des bons souvenirs à l'industrie de l'accès à l'espace. On se souvient des navettes spatiales qui, malgré leur très grand degré de réutilisation, ont coûté cher, horriblement cher. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas avec précision quel impact économique apporte la réutilisation sur les opérations de SpaceX. Dans un tweet datant du 19 août dernier, Elon Musk fait le calcul suivant. Les mécanismes permettant de récupérer un booster et une coiffe pénalisent la charge utile de 40% environ, tandis que les opérations de récupération et de remise en état coûtent autour de 10% du prix du lanceur. En réutilisant ces éléments au moins 2 ou 3 fois, SpaceX réaliserait donc une économie réelle. Si on peut encore douter de la simplicité d'un tel modèle, l'avantage procuré par la réutilisation semble tout de même de plus en plus concret. SpaceX devrait ainsi rapidement être rejointe par d'autres entreprises dans l'utilisation de cette technique. Les acteurs du spatial européen n'ont pas complètement embrassé la démarche, mais ils commencent à l'étudier très sérieusement. Au sein de l'ESA, du CNES, du DLR et d'Ariane Group, une série de projets liés à la réutilisation ont été lancés. Ils portent les noms de Callisto, de Themis ou encore de Prometheus. L'objectif affiché n'est pas encore de fabriquer un lanceur partiellement réutilisable, mais plutôt de maîtriser les techniques qui y sont associées, pour éventuellement décider d'ici quelques années si le jeu en vaut la chandelle. Le savoir-faire acquis permettrait alors de mettre rapidement au point un ou plusieurs lanceurs faisant appel à la réutilisation. La démarche permettant d'arriver à ce point devrait être graduelle. Dans un premier temps, il faut comprendre et maîtriser les phases de décollage et d'atterrissage, ainsi que la chute balistique d'un premier étage. C'est ici que Callisto entre en jeu. Ce projet a été proposé dès 2015. Il réunit les efforts des agences spatiales françaises et allemandes, mais aussi japonaises. Callisto doit mettre en œuvre un moteur hydrogène-oxygène fourni par la JAXA. Pour permettre au prototype d'atterrir, il doit bien évidemment être réallumable. Sa poussée doit être modulable et il doit être inclinable, afin d'assurer le contrôle du lanceur à faible vitesse. Sur l'architecture, on retrouve par ailleurs 4 pieds qui se déploient juste avant l'atterrissage. Callisto pourrait faire le choix d'un système de contrôle de descente un peu différent de celui de SpaceX, avec des ailerons à la place des fameuses grid fins qu'on retrouve sur la Falcon 9. A l'aide de ce prototype, les ingénieurs européens et leurs collègues japonais vont devoir se faire la main sur plusieurs phases de vol. Le décollage ne devrait pas poser trop de problèmes, mais une fois le moteur éteint, il faudra garder le contrôle de Callisto à l'aide de ses ailettes, puis rallumer le moteur au bon moment et avec la bonne puissance pour imposer en douceur. Le tout avec une précision extrême. Il faudra non seulement réussir à atterrir, mais aussi atterrir au bon endroit. À partir de 2023, Callisto devra donc se trouver une place en Guyane française pour réaliser ses essais. Il va récupérer l'ancien pas de tir de la fusée Diamant. Réussir à se poser sans détruire le prototype n'est qu'une partie de l'équation. Il faut ensuite être capable de le réutiliser. Cela demande d'agir dès l'atterrissage. Une fois Callisto revenu à terre, ses réservoirs devront rapidement être vidangés avant que des opérateurs humains puissent s'en approcher. À cette fin, le CNES cherche à acquérir un robot qui pourra réaliser la tâche en toute sécurité. Viendra ensuite une phase d'inspection et de remise en état, sur laquelle il y aura encore une fois beaucoup d'apprentissage à faire. Les partenaires du projet espèrent tout de même que celle-ci sera rapide. Ils espèrent pouvoir conduire une dizaine de vols en 6 mois. Ces derniers seront de plus en plus audacieux.
Callisto devrait d'abord s'élever à quelques dizaines de mètres. Les vols suivants l'amèneront jusqu'à 35 km d'altitude avec en plus un déplacement horizontal de quelques kilomètres. De quoi commencer à simuler les contraintes réelles d'un premier étage. Callisto n'est cependant pas une plateforme suffisante pour appréhender tous les défis liés à la réutilisation. D'une part, il reste un démonstrateur relativement léger, avec ses 13 mètres de haut et ses 1,1 mètre de diamètre. D'autre part, sa motorisation n'est pas en ligne avec ce qui se dessine pour le futur de la propulsion spatiale européenne. Depuis quelques années, un nouveau moteur ultra polyvalent, économe et fonctionnant au méthane commence à se dessiner, Prometheus. Lors du dernier conseil interministériel dédié au budget de l'ESA, le projet a reçu un financement complet qui doit lui permettre d'arriver à maturité. Prometheus représente une évolution massive par rapport à ce qui se fait actuellement en Europe. Il est pensé comme une solution tout en un, aussi bien capable de propulser un premier étage qu'un second, un lanceur léger qu'un lanceur lourd. D'une puissance similaire à Vulcain, environ 100 tonnes de poussée, il pourra être regroupé en grappes de plusieurs moteurs, de quoi offrir une grande souplesse dans la conception des lanceurs. Prometheus est par ailleurs pensé dès le départ pour la réutilisation. Réallumable à de multiples reprises, sa poussée devrait aussi être modulable. L'ESA et ses partenaires estiment que chaque moteur devrait être capable de réaliser entre 3 et 5 vols, peut-être plus avec un entretien poussé. Le choix du méthane n'est pas anodin. La combustion de ce gaz laisse très peu de résidus, ce qui facilite la remise en état entre les vols. Il affiche la même densité que l'oxygène liquide et n'a pas besoin d'être refroidi autant que l'hydrogène, ce qui devrait simplifier la conception de nouvelles fusées et de leurs installations au sol. D'autres innovations, comme la fabrication additive, devraient permettre de garder le coût de la fabrication de ce moteur très bas. L'ESA planche sur 1 million d'euros par unité, soit environ 10 fois moins que les Vulcain 2 qu'on trouve sur Ariane 5 et 6. L'Agence spatiale européenne devrait disposer d'un premier modèle de test du moteur, dénommé M1, dès la fin de cette année, avec l'objectif de le tester en stand de tir en 2021. Le développement de Prometheus permettra par la suite d'envisager un deuxième démonstrateur de premier étage réutilisable, qui porte cette fois-ci le nom de Thémis. Actuellement en phase de conception, il se dessine comme un booster de 30 mètres de haut et de 3,5 mètres de diamètre. Il serait propulsé par 3 moteurs Prometheus et accueillerait jusqu'à 130 tonnes d'ergol. Cela lui permettrait de s'exposer à des contraintes et une trajectoire de vol très similaire à celle qu'on trouve pour les premiers étages d'un lanceur orbital. Si les partenaires européens en ont l'envie, il ne devrait d'ailleurs pas être très compliqué d'en faire la base d'un lanceur léger, pour capitaliser sur les coûts de développement. Thémis pourrait être prêt à voler rapidement après Callisto, entre 2023 et 2025. Il sera probablement soumis à une campagne d'essai assez similaire, avec une montée en altitude et en vitesse progressive. Sa motorisation puissante devrait lui permettre de grimper jusqu'à 50 km et Mach 8. On se rapproche ici fortement du travail que réalise le premier étage d'une Falcon 9. L'ensemble de ces projets devrait amener l'ESA, le CNES et Ariane Group à un bon niveau de maîtrise technologique de la récupération et de la réutilisation autour du milieu de la décennie, avec en prime un moteur au méthane polyvalent et prêt à l'emploi. C'est probablement à ce moment que des décisions sur la suite à donner à Ariane 6 seront prises. Une piste semble déjà se dessiner avec le programme Ariane Next. Il pourrait s'agir d'un lanceur en 2 étages s'appuyant sur 7 moteurs Prometheus au premier étage, et un autre optimisé pour le vide au second étage. Le premier étage serait bien évidemment réutilisable. Sa puissance appréciable permettrait de conserver une capacité de lancement importante, malgré les 40% de pénalités induits par la récupération. L'ensemble des innovations permises par Callisto et Thémis devrait garantir un lanceur assez simple et économique. L'objectif affiché est de pouvoir proposer des lancements 2 fois moins chers que ceux d'Ariane 6, lesquels seront déjà bien plus compétitifs que ceux d'Ariane 5. Ce lanceur pourrait entrer en activité au cours de la décennie 2030. D'ici là, il y aura peut-être des lanceurs déjà partiellement réutilisables en Europe, bien que beaucoup moins impressionnants. Certaines entreprises du New Space comme Orbex ou PLD Space réfléchissent en effet aux moyens de récupérer et de réutiliser les premiers étages de leurs microlanceurs. Chez Ariane Group, des mesures ont été prises pour ne plus se laisser surprendre par une innovation venue de la concurrence.
L'organisation ArianeWorks a été lancée l'année dernière pour former une sorte de start-up au sein du groupe. Travaillant avec beaucoup de souplesse et d'autonomie, elle doit permettre d'aller chercher des innovations de rupture pour préparer le spatial européen des prochaines décennies. On ne résiste d'ailleurs pas à partager ce petit visuel augurant d'un concept dénommé Ariane Ultimate, apparemment un SSTO. Avant d'en arriver là, on va suivre les essais du premier prototype de Prometheus qui devrait démarrer au cours des prochains mois. En parallèle, les travaux sur l'ancien pas de tir de la fusée Diamant vont démarrer à Kourou pour pouvoir accueillir Callisto. L'ère de la réutilisation des lanceurs en Europe est bel et bien en marche. Et nous voici déjà au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à faire part de vos remarques et de vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens vers nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dimanche pour un espace commentaire, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.